étant donné que nous avons pu étayer et prouver factuellement que les 19 pirates de l'air n'ont pas pu détourner les avions du 11 septembre 2001, nous allons passer aux choses sérieuses et démontrer une bonne fois pour toutes ce qu'il fut à l'origine de ces mêmes détournements. Commençons par le début en remettant sur le tapis les quelques éléments précisés dans le précédent épisode. Alors voici le graphique représentant le déroulement des faits. Les temps de vol avant le détournement des avions sont respectivement de 15, 28, 34 et 46 minutes. Les temps entre le détournement de l'avion suivant et le crash du précédent sont de 4, 9 et enfin, soit entre 3 et 9 minutes. Tout dépend si on prend la version officielle ou le supposé appel téléphonique de TalkBurnet. Chaque avion a attendu l'approche du crash du précédent pour être détourné et pas avant. Cela signifie que les avions étaient en relation, comme il a été prouvé précédemment. Dans le cas de 4 équipes de terroristes indépendants, afin de réaliser cela, il fallait qu'ils soient en contact les uns avec les autres, et que chaque équipage contacte le suivant, quelques minutes avant qu'il ne se crache, pour leur signifier de commencer leur action. Il y a plusieurs critiques à cette manière de faire. Les 4 équipes ne pouvaient pas être en relation après le décollage de leurs avions, sans être entendues par les contrôleurs de l'aviation. Aucune communication n'a été reportée. On peut évidemment prétendre qu'ils avaient leur propre système de communication, GSM satellite ou autre. Dans ce cas, il est clair que les Américains, ou plutôt le Bureau fédéral des communications, auraient reporté ces communications parmi les supposés appels dans les avions détournés. Il n'y avait strictement aucune raison de nous le cacher. D'ailleurs, en ce qui concerne les appels téléphoniques pour se donner le signal, c'était même très risqué de le faire. Car, si une des communications ne s'établissait pas pour une raison quelconque, l'équipe suivante ne déclenchera pas son action et les avions suivants ne seraient pas détournés. En pratique, il est impossible que les 4 équipes se décident à détourner les avions les uns après les autres. On peut imaginer 3 possibilités de planification de leur part. Primo, d'après le graphique suivant, les avions devaient être détournés dès que possible, après le décollage, pour terminer chaque action le plus vite possible, sans s'occuper des autres avions. C'est le cas le plus probable. Dans ce cas, tous les avions seraient détournés dans les 15 minutes après décollage, comme pour le premier avion. Tout se serait passé en un temps beaucoup plus court, et plusieurs avions seraient détournés dans le même temps. Tout se serait terminé aux environs de 9h15, au lieu de 10h06. Et comme le prétendent certains, la Maison Blanche aurait été une cible, et donc elle aurait été aussi frappée. Secondo, d'après le graphique suivant, les avions seraient détournés tous en même temps, soit à une heure bien définie, soit sur base d'un signal central, donné par une équipe au sol. Ce cas est peu probable, car cela nécessite une synchronisation hasardeuse, sans en avoir besoin. Même s'ils avaient osé prévoir ça, les faits ne collent pas du tout à la réalité. Car, dans ce cas, les premiers avions décollés seraient détournés bien plus tard que leur décollage, pour attendre les derniers avions, qui seraient eux, détournés le plus vite possible après leur décollage. Comme les premiers appareils auraient déjà fait un bout de chemin, ils seraient retardés pour terminer leur parcours. Or, on constate tout à fait l'inverse, puisque les résultats officiels montrent que les premiers décollés sont les plus rapides à terminer leur parcours. Et enfin, d'après le graphique suivant, les avions s'attendraient les uns les autres pour aller se cracher dans les 10 minutes, sans laisser le temps à la protection aérienne d'agir. Ce cas est aussi peu probable, car cela nécessite une synchronisation très difficile et très hasardeuse. Même s'ils avaient osé prévoir ça, les faits, encore une fois, ne collent pas du tout à la réalité. Car, dans ce cas, les premiers avions décollés seraient détournés bien plus tard que leur décollage, pour attendre les derniers avions qui seraient eux-mêmes détournés le plus vite possible après leur décollage. Or, de nouveau, et d'après les résultats officiels, on constate
à fait l'inverse. Les premiers décollés sont les plus rapides à être détournés, et les derniers décollés sont celles qui ont pris le plus de temps. On peut toujours avancer le fait du hasard pour expliquer que ces avions se sont suivis de cette manière. Cependant, si c'était 2 avions, ou même 3, on peut effectivement le dire. Mais pour 4 avions, et avec une disparité aussi importante dans les temps de vol, avant le détournement pour chacun, la probabilité devient tellement nulle, et que le fait du hasard ne peut plus être évoqué. Pire encore, quand vous avez chaque décollage en retard au sol, qui se retrouve chacun dépendant du moindre détournement physique ou technique, avec les mêmes parités officielles, c'est improbable à 200%. Car cela signifie que chaque avion aurait attendu l'approche du crash du précédent pour dévier de sa trajectoire. On ne peut expliquer pourquoi le 4e avion aurait attendu le crash du Pentagone avant de dévier. Car, à chaque minute, il s'éloignait de sa cible, qui était sans doute la Maison Blanche, à Washington. Même chose pour le Pentagone, complètement à l'opposé de l'avion. La seule explication possible est le commandement central des 4 avions, par une équipe qui ne pouvait traiter qu'un seul avion à la fois. Cela implique le contrôle à distance des avions. Comment cela est-il possible? Ces avions ont donc été téléguidés vers leurs cibles respectives, et ce, par une seule équipe technologique, qui en avait le contrôle total et à distance. Et cette équipe avait tout en visuel, devant un écran de contrôle, rendant ainsi les 4 avions totalement dépendants entre eux. Avec quoi peut-on détourner ces avions? Un indice peut vous éclairer. Pour commencer, la théorie du missile de Thierry Messane est fausse. Maintenant, n'importe qui peut regarder la photo qui est sur la couverture du livre, qui est la photo d'Associated Press, qui est la première photo qu'on ait prise après l'attentat. Donc, sur la partie gauche de la photo, vous avez de la fumée. Au bas de la fumée, vous avez caché par cette fumée un trou qui est censé être celui qui a absorbé un Boeing 757. Donc c'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible. Ouais. Mais le mot missile était en réalité le mot-clé. Autant le dire d'entrée de jeu, les avions authentiques se sont bien crashés sur leurs cibles respectives, enfin presque. Et quand je dis presque, tous sauf un, celui du Pentagone. À vrai dire, ces avions ont été détournés et téléguidés, comme on le sait, grâce au système de guidage et contrôle de missiles Tomahawk, un système qui est aujourd'hui incorporable dans les Boeing, qui peut leur permettre d'être contrôlés à distance afin d'atterrir en douceur et sans danger en cas de problème majeur. Un système certes conçu par un organisme de technologie militaire connu, et pour la bonne cause, travaillant régulièrement par contrat pour le gouvernement. Cette firme, c'est Raytheon. Après de longues analyses et recherches, on doit la transformation de ces avions pour les rendre contrôlables comme des missiles intelligents qui se guident automatiquement par GPS. C'est une hypothèse qui colle à tous les faits. La première qui arrive à l'esprit est le fait que l'équipe se soit occupée de l'avion suivant avant que le précédent ne finisse son parcours. Pour des missiles de ce type, quand ces réglages sont effectués et qu'il vole tout droit vers sa cible, l'équipe, après l'avoir lancé et réglé, n'a plus rien à faire. Il est même impératif que l'équipe ne fasse rien pour ne pas risquer de perturber son mouvement. Un peu avant le crash de chaque avion, l'équipe n'avait plus rien à faire pour cet avion et pouvait donc s'occuper du suivant. Sur le site de Raytheon, on peut trouver plus d'informations sur ces missiles. Voici une photo du missile Tomahawk. Remarquons la ressemblance avec un avion. Une technologie créée et développée pour la bonne cause peut servir de convoitise à des gens sans scrupules qui peuvent se l'approprier à coup d'espionnage industriel afin d'arriver à leur fin. Mais le plus étrange est que le rapport sur des expériences de ce système de guidage et contrôle ont été effectués sur des modèles de Boeing qui n'existent plus depuis 1984.
La chose à savoir est que le concepteur de ce système se nomme David Kowalczyn, ingénieur en mécanique dans la même section de la firme d'Oreton. Un ingénieur qui ne risquera plus de parler, puisqu'il a embarqué dans le voyage sans retour du vol 11, le jour du 11 septembre 2001. Concernant les conceptions du système de guidage et contrôle du missile Tomahawk, pour commencer, il faut bien évidemment adapter ce système sur l'avion. Ce système de contrôle est basé sur la boîte, où se trouve un calculateur de vol, un capteur de position qui est un récepteur GPS et d'orientation, tel que le gyroscope électronique. Et ces trois types d'équipements se trouvent aujourd'hui dans nos smartphones. Il y a aussi un émetteur-récepteur satellite pour les communications. À ce système doit être ajouté un système externe, qui est une sonde de mesure d'altitude précise, nécessaire pour l'approche finale. Car, pour l'impact, si on veut avoir une précision d'altitude plus petite ou égale à 1 mètre, il y a besoin d'une mesure de précision plus précise, sinon la mesure d'altitude ne sera pas suffisante. Il faut une sonde différente, mais il peut effectuer parfaitement son impact, son trajet et sa frappe, sans avoir besoin de cette mesure d'altitude. Ensuite, nous avons les servomoteurs, qui contrôlent la surface des ailerons. Il y en a un pour le réglage d'altitude horizontale ou verticale, un autre pour la rotation horizontale, verticale, gauche, droite et un pour le réglage de la vitesse du moteur. Il y a aussi quelques sorties digitales diverses, dont une d'entre elles est l'électroval carburant, qui se déclenche dès que le missile est lancé, et il fournit ainsi du carburant au moteur de celui-ci. À vue d'œil, ce schéma représenté restera inchangé si l'adaptation est faite pour un missile ou pour un avion. Mais il faut juste remplacer les servomoteurs par des moteurs plus puissants, car ils auront le devoir de régler la vitesse du moteur et d'actionner les commandes de vol. En résumé, ils vont simuler les mouvements des bras des pilotes en vol. Pour garder un avion en vol, sans qu'il atterrisse, il suffit de faire bouger les manettes de vol pour pouvoir le guider à sa cible. Toutefois, si ces systèmes sont installés sans être activés, l'avion réagit normalement et peut décoller comme d'habitude. Dès l'activation, l'avion change de comportement pour devenir celui d'un missile. L'installation dans le local technique sous le cockpit dure environ 1 heure et elle devait être réalisée durant la dernière maintenance. La base de données de maintenance de ces avions est inaccessible à tout le monde, y compris aux compagnies professionnelles de l'aviation et même au niveau du contrôle de l'aviation. Avant le déclenchement de l'opération, on doit concevoir que les servomoteurs installés doivent être irréversibles, empêchant les pilotes d'arrêter le mouvement des contrôles de vol. Lorsque les pilotes vont s'apercevoir que ce contrôle agit de façon indépendante, ils vont tout faire pour essayer de le perturber, allumer, éteindre des boutons, etc. C'est pour cette raison que les pilotes doivent être morts avant que la séquence ne s'enclenche. Je dis bien les pilotes, mais aussi tous les membres d'équipage et passagers de chaque avion. Du coup, cela permet de répondre une bonne fois pour toutes à la question suivante. Tous les passagers et membres de l'équipage ont été tués à l'intérieur de chaque avion, non pas dans les crashs proprement dits, mais au moment du début de chaque détournement. Ce qui convient à dire que les appels téléphoniques, communications et autres situations dans les avions sont un mensonge total. Tous les passagers étaient morts, y compris les terroristes, qui ont été par la suite, si on peut dire, les parfaits lampistes dans cette affaire. Ainsi, le calculateur de guidage peut utiliser une sortie digitale pour actionner une vanne libérant un gaz toxique militaire et tuer rapidement tous les passagers et équipages. En 10 secondes environ, les pilotes meurent asphyxiés et le gaz se propageant dans l'avion vont tuer toutes les autres personnes avec ce gaz indolore et incolore dès l'enclenchement du système. Dans ce cas, le pilote automatique est suffisant pour guider les avions à condition d'attendre que les pilotes aient attaché leur ceinture. Dans le cas contraire,
leurs corps peuvent tomber sur les contrôles de vol et tout faire échouer si le pilote automatique n'aurait pas la puissance requise pour repousser les corps inertes des pilotes. Mais pour avoir la précision requise, il devait utiliser le contrôle de missile et l'installer à bord de cet avion. On peut considérer, par la suite, que cette technologie installée dans tous les avions sont contrôlables comme des missiles, avec les mêmes équipements au sol. Et considérons aussi toutes les preuves disponibles, telles que la faisabilité, la fiabilité et la simplicité de chaque action. Pour l'équipe technologique, il faut se placer dans le contexte où la vérification du système dépend du moment où ce dernier doit se déclencher. C'est-à-dire gazer tout l'équipage en 10 secondes et la séquence peut fonctionner comme prévu. Et le test est bien sûr prévu pour le premier avion. Le vol 11 décolle à 7h59 de Boston en partance pour Los Angeles. À 8h14, quelque chose de bizarre se passe. La tour de contrôle appelle l'avion pour leur donner l'ordre de tourner de 20 degrés à droite. Les pilotes répondent à 8h13 et commencent à s'exécuter. 16 secondes plus tard, la tour de contrôle rappelle les pilotes afin de monter et de garder l'altitude à 35 000 pieds. Mais les pilotes ne répondent plus. Silence complet. Entre les deux ordres, les supposés terroristes se seraient précipités dans le cockpit, auraient tué les pilotes, sans aucun bruit, ni dire un mot, et sans que l'avion ne bouge brutalement. Et tout cela en 16 secondes. Pour l'équipe technologique, il faut se placer dans le contexte où la vérification du système dépend du moment où ce dernier doit se déclencher. Ainsi, ils doivent tester et vérifier que le système fonctionne bien. La seule disposition pour le vérifier est de contacter les pilotes, leur donner un ordre quelconque, et seulement après cela, enclencher le système, une fois que l'on est sûr que les pilotes sont bien morts asphyxiés. Et comme ils n'ont pas répondu, il n'est guère la peine de décrire la situation suivante. Cela explique pourquoi tous les pilotes n'ont jamais réussi à introduire, d'une manière ou d'une autre, le code 7500, celui qui est destiné à prévenir la tour de contrôle de la situation en cas de vol détourné. Mais il doit encore se faire un réglage. Le système de missile est conçu pour un petit missile qui va réagir rapidement lorsqu'on lui demande de tourner à gauche ou à droite, de monter ou de descendre. Mais pour un 767, il ne pourra pas faire ce genre de choses au niveau de la réaction. C'est ainsi qu'il faut adapter et régler les paramètres de réglation pour avoir une précision de l'action. Pour ce faire, une préparation des paramètres calculés à l'avance s'impose et ces derniers sont mis par défaut dans le système. Par la suite, il faut faire un test temps réel et vérifier les déviations selon la route prise par l'avion. Et c'est là où on donne cet ordre de rotation. Ensuite, il dépasse un peu trop sa position pour se rendre compte qu'il va trop à droite ou à gauche, etc. Bref, il s'agit d'un test du réglage des paramètres PID du système de guidage pour garantir la précision de l'impact et ce calcul se termine quelques minutes après la rotation. À partir de là, tout est prêt pour aller frapper la tour nord. Bien naturellement, on le suit pour ne pas avoir d'entrave avec un autre avion via le trafic aérien et lorsqu'il est très proche de sa cible, on vérifie encore pour voir s'il va dévier ou non de sa cible au dernier moment. Vu que tout marche comme prévu, on peut commencer le détournement du suivant, celui du second avion, à 8h42. Et à 8h46, le vol 11 se crache comme prévu dans la tour nord, et le résultat est parfait. Continuons maintenant avec le second avion. À 8h37, la chose bizarre qu'il se passe est que l'on contacte cet avion pour savoir s'il voit un autre avion vers sa gauche, et les pilotes répondent affirmativement. C'est alors qu'on leur donne la situation, qu'il s'agit d'un avion détourné, et par mesure de sécurité, le vol 175 doit rester à l'écart de cet avion. Pourtant, 5 minutes plus tard, les pilotes reprennent contact
pour dire à la tour de contrôle qu'ils ont entendu quelque chose de curieux, du genre « Restez à vos places ». Mais comme pour le précédent avion, les pilotes n'introduiront pas non plus le code 7500, le code associé au détournement. Et là, cette communication se termine quelques secondes avant le début de la déviation de sa trajectoire vers le sud. Et c'est exactement l'heure à laquelle le vol 93 aura décollé. En réalité, l'équipe technologique faisait les derniers tests de réglage sur le second, entre 8h46 et 8h50, juste après le détournement officiel, situé à 8h42, et tout a parfaitement fonctionné. Ainsi, ils pouvaient envoyer le premier avion sans aucun problème, mais le plus tôt possible. Et pour quelle raison ? Parce que c'était probablement prévu ainsi, étant donné que les deux avions, de même modèle, ont décollé de Boston pour aller à Los Angeles, du même poids, même quantité de kérosène, excepté le nombre de passagers. Le premier avion avait fait un trajet plus long que le second, donc celui-ci a eu ses derniers réglages pendant un temps imparti, pour être approximativement au même poids via le kérosène avant de frapper la tour sud. Mais il y a eu un petit problème. Le crash de la tour sud n'a pas été franchement une réussite, car, hormis la visibilité, les ordres de réglage ont été donnés à une distance plus courte que la première fois. Donc, l'avion n'avait pas aussi les mêmes réglages que l'autre avion. De ce fait, en arrivant sur sa cible, il avait des petites imprécisions, à sa droite comme à sa gauche, et lorsqu'il s'est approché de trop, le système de contrôle a vu qu'il allait dévier de sa trajectoire, et l'ordre a été donné pour redresser au maximum vers la gauche, afin d'éviter la sortie vers l'extérieur. Le résultat est objectif, mais ils ont eu de la chance. Cela impliquait à l'équipe technologique de devoir être plus prudent et plus attentif pour le prochain crash. Une petite remarque concernant le choix des endroits pour faire crasher les avions. Le vol 11 s'est crashé dans la seule et unique façade de la tour nord, où il n'y a aucune cage d'ascenseur express circulant. Mais pour le vol 175, venant dans la même direction que le premier, mais se permettant de faire un incroyable détour, pour aller justement frapper la même façade, comme pour la première tour. Car, rappelons-le, chaque tour était identique en tout point, mais exposée de manière opposée l'une de l'autre. Ce détail est important lorsque nous évoquerons la démolition des tours, car cela n'était pas du hasard. Mais il y a une réponse à la question dont certains se poseraient. Où pouvait bien se situer cette équipe technologique pour contrôler et diriger ces avions afin de les crasher aux endroits prévus? Afin d'être sûr des premiers résultats, il fallait qu'elle soit sur place, à New York, pour avoir la meilleure visibilité possible sur les crashs des deux premiers avions, mais aussi des actions à produire au WTC, telles que les démolitions contrôlées en question. Et quel est le meilleur endroit pour opérer efficacement? Dans l'endroit le plus proche et assez élevé, afin d'avoir la meilleure visibilité possible. Un endroit dont il faut le rappeler l'identité du locataire en question, le célèbre Larry Silverstein. À 8h20, le vol 77 décolle de l'aéroport de Washington et effectue le trajet initial jusqu'à 8h54, comprenant décollage et accélération, soit 34 minutes de trajet. Quant au vol 93, qui était encore à l'arrêt, et qui a fini par décoller à 8h42, au lieu de 8h01, soit 41 minutes de retard, devait être prêt à décoller à environ 8h10, via le trafic important ce jour-là. Mais l'équipe technologique, profitant de cette fréquence massive de l'aéroport de Newark, a tout fait pour repousser son heure au décollage, par intercom. Elle a fait en sorte de se faire passer à la fois pour la tour de contrôle de Newark et les pilotes de l'avion. Au lieu de décoller en retard, à 8h10, il finit par décoller à 8h42, en même temps que le second détournement, et à quelques minutes du premier crash, à 8h46. Pourquoi le retarder ainsi? Vu qu'il s'agissait du dernier avion à traiter, s'il avait décollé comme prévu,
il aurait été beaucoup trop loin, tout simplement. Au lieu de retourner à sa destination, il fallait le retarder au maximum pour le faire décoller au moment voulu, juste avant le premier impact. Si le décollage avait eu lieu après ce même impact, il y aurait eu un dérèglement du trafic, voire des interdictions de décollage, et le vol 93 aurait eu entre 50 et 75% de chances de ne pas pouvoir décoller. Conclusion, les 4 avions n'ont jamais été détournés par les terroristes, mais ont bel et bien été téléguidés comme des missiles, pour aller se cracher sur leur cible.